Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Il a été en suspens, on ne savait pas s'il aurait lieu ou pas, puis il a été finalement programmé, mais sous quelle forme, quel parcours, de jour, de nuit, ça a beaucoup changé. C'est ce que nous verrons avec notre premier invité, le commissaire général de l'Automobile Club, Christian Tornator, nous dévoilera les grandes lignes du prochain rallye Monte-Carlo qui se déroulera du 21 au 24 janvier. Nous avons testé les bûches pour vous à quelques heures du réveillon et je peux vous dire que les journalistes se sont battus dans la rédaction pour faire ce reportage et les heureux élus vous feront un tour d'horizon des bûches proposées cette année. Champagne, vin blanc, vin rouge, plutôt léger, plutôt corsé avec du tanin ou plus fruité. Quelles sont les bonnes associations entre les plats traditionnels de Noël et les vins que l'on peut déguster à table? Pour nous donner quelques conseils, nous serons avec le sommelier du Yacht Club de Monaco. Et enfin, nous irons au Grimaldi Forum pour suivre la Générale de Roméo et Juliette, un des grands ballets du répertoire de Jean-Christophe Maillot. Nous avons assisté à la Générale. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous retrouvons Alexandra Pani pour un premier point sur l'info. À l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement fait savoir que des mesures de renforcement des contrôles seront appliquées. Bonsoir Fabien, pas question de relâcher la vigilance pendant cette période. À la demande du gouvernement, la Sûreté publique et la division de sécurité sanitaire et alimentaire ont renforcé les contrôles auprès des établissements de restauration de la principauté. Une soixantaine d'établissements a été visités. L'objectif était de s'assurer du bon respect des mesures sanitaires. 21 contraventions ont été dressées et en raison de plusieurs manquements répétés, 4 établissements font l'objet d'une fermeture administrative de 4 à 7 jours à partir du 24 décembre. Et sachez que pour limiter les files d'attente, l'obligation de réservation également le midi a été rétablie et prendra effet à partir du 24 décembre. Et pour laisser le virus à la porte de ces célébrations, dans le cercle privé également, vous nous donnez quelques conseils. Oui Fabien, en famille ou entre amis, nous avons tendance à relâcher notre vigilance. Le centre hospitalier Princesse Grasse a donc publié sur ses réseaux sociaux quelques conseils simples pour prévenir l'entrée du virus dans nos intérieurs. On limite le nombre d'invitations, on espace le plus possible les places assises, on évite les plats partagés pour préférer à la place un service avec assiette individuelle. Lors de la préparation des repas, on respecte bien entendu les règles d'hygiène. Pas question de goûter plusieurs fois le plat avec la même cuillère. Comme pour le reste du temps, on évite les embrassades. N'oubliez pas d'aérer régulièrement la pièce, 10 minutes toutes les heures. Les températures sont encore clémentes, alors on en profite. On ne perd pas son verre de vue. Pour cela, vous pouvez l'identifier pour éviter de le confondre avec celui du voisin. Et une fois les convives partis, place au grand ménage. On pense à tout bien désinfecter, sans oublier les poignées de porte. Et si vous voulez être rassuré, pensez à vous faire dépister avant de réveillonner. Merci pour ces conseils. On revient sur une belle initiative en cette période de fête. Noël n'est pas toujours synonyme de fête, Fabien, pour les personnes les plus isolées. La mairie organise donc chaque année une distribution de paniers repas gourmands aux aînés vivant seuls et loin de leur famille. Aux côtés des adjoints de la mairie, ce sont des collégiens et lycéens qui se sont mobilisés pour l'occasion. Un bel élan de solidarité à mettre à l'honneur. Autre initiative solidaire pour les vallées sinistrées de la tempête Alex cette fois. Effectivement, et nous parlons régulièrement de ces initiatives pour les vallées voisines sinistrées. Cette fois-ci, vous pouvez faire une bonne action combinée à une idée cadeau originale, puisque plusieurs artistes et sportifs locaux et nationaux ont participé à la création d'une chanson pour faire entendre la voix de ces vallées et de leurs habitants. Le titre Nos Vallées est donc disponible sur les plateformes de téléchargement au prix d'1,29 €. Merci Alexandra. La Covid-19 a terrassé le Grand Prix de F1 en Principauté au printemps dernier, mais il ne devrait pas en être de même pour le rallye Monte-Carlo qui se déroule traditionnellement en janvier. Et cette année, ça sera du 21 au 24 janvier. Pour en parler avec nous, le commissaire général de l'Automobile Club, Christian Tornator, bonsoir. Bonsoir Fabien. Un mot sur le parcours qui a régulièrement été modifié cette année par rapport aux évolutions de la crise sanitaire. Où en est-on ? Tout est figé heureusement et on ne va plus changer, mais c'est vrai que depuis que nous avons commencé à penser au rallye Monte-Carlo 2021, c'était déjà au mois de juin, on a changé 4 fois le parcours. Plus les obligations de la crise sanitaire et l'instauration du couvre-feu, notamment en France, ont fait qu'on a supprimé quelques épreuves spéciales de nuit. Évidemment, la dernière mouture ne comprend plus que 280 km d'épreuves spéciales, ce qui fera peut-être le rallye Monte-Carlo le plus court de tous les temps.
Quelles seront les villes, les villages parcourus? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette édition, de cette 89e édition? Alors cette édition, cette nouvelle édition, 89e, et c'est aussi d'ailleurs les 110 ans du Rallye Monte-Carlo, puisqu'il a été créé en 1911, se déroulera essentiellement sur le département des Hautes-Alpes, de la Drôme et des Alpes de Haute-Provence, ainsi que le dimanche, jour de la dernière étape et jour de la remise des prix, sur les Alpes-Maritimes. Les épreuves de la Drôme sont des épreuves qui sont à la fois anciennes comme Montauban-sur-Ouvèze ou nouvelles comme Chalancon-Gumiane. Donc on a essayé de mixer d'anciennes épreuves et de nouvelles épreuves qui devraient être spectaculaires. Mais à cause de la crise sanitaire et des décisions des autorités administratives françaises, puisqu'on dépend essentiellement de la France, puisqu'on roule à 99,9% sur le territoire français, il est question de ne pas autoriser le public à pénétrer sur les zones de déroulement des épreuves spéciales de vitesse. Donc déjà sur le parc d'assistance de Gap, le public était interdit. Oui. Mais également, je pense que si les conditions ne changent pas d'ici le 20 janvier, on sera un rallye à huis clos. Et comme si la Covid ne suffisait pas, il y a eu la tempête Alex qui a... Oui, bien sûr. Du coup, vous avez modifié aussi le parcours. Bien sûr. Jusqu'au mois de septembre, tout était figé. Puis la tempête Alex est passée par là, ce qui fait qu'on a déplacé les épreuves qui allaient se dérouler dans les Alpes-Maritimes côté arrière-pays niçois et arrière-pays mentonais. Et on s'est reporté sur l'arrière-pays grassois, ce qui fait qu'on termine le rallye Monte-Carlo entre Puget-Théniers et La Penne, et puis la dernière spéciale qui sera aussi la Power Stage, entre Briançonnet, le col du Buis, le col des Félines et Entrevaux. Les inscriptions viennent d'être clôturées. Quels seront les participants? Les écuries principales, évidemment, sont là, puisque Toyota, Ford et Hyundai seront présents avec 3 voitures chacune, avec tous ceux que l'on connaît, que l'on attend, comme Ogier, Tanak, Neuville et Elfyn Evans, qui a failli être champion du monde en 2020. C'est en plus une édition qui lance le championnat du monde. C'est complexe d'être le premier rallye, de débuter le championnat du monde, et surtout dans ces circonstances. C'est effectivement complexe. Habituellement, on essuie toujours les plâtres sur des nouvelles modifications de réglementation. Oui. Cette année, les modifications ont eu lieu auparavant, puisque depuis le rallye d'Estonie, il n'y a plus aucun contact entre les commissaires et les concurrents. Donc toutes les procédures ont été quelque peu modifiées. Et pour une fois, on n'essuiera pas les plâtres, donc on a pris connaissance des modifications bien avant. On s'est même déplacé sur le rallye de Monza pour voir comment se passaient, comment se déroulaient tous ces contrôles, contrôle horaire, contrôle de départ, contrôle d'arrivée, ainsi que le fonctionnement général des parcs et des assistances. Après l'annulation du Grand Prix de F1, vous êtes dans quel état d'esprit? Ça fait du bien de se rapprocher d'une compétition telle que le rallye? Ça a manqué? Oui, c'est vrai que ça nous a manqué. On n'a pas manqué de faire des préparations, mais on a fait tellement qu'on est un petit peu fatigué parce qu'on a dû changer, comme je vous l'ai dit en préambule, on a dû changer 4 fois le parcours. Et c'est vrai que sur la fin, on était un petit peu agacé parce qu'on n'en voyait plus la fin. Bon, maintenant, tout est en place et j'ose espérer que ça se passera bien. Je précise quand même que tous nos commissaires seront testés avant de partir sur les routes. Donc il va y avoir 3 jours de tests qui seront dédiés en Principauté de Monaco pour contrôler que nos commissaires sont en bonne santé pour qu'ils puissent participer également. Il n'y a pas que les concurrents qui sont testés, mais il y a aussi tous les personnels qui sont sur la route. Mais écoutez, on va suivre ce rallye avec impatience du 21 au 24 janvier. Christian Tornator, merci et passez de bonnes fêtes. Merci également, bon Noël. Merci. Le réveillon de Noël, justement, c'est ce jeudi soir. Vous avez sûrement déjà trouvé la fameuse bûche pour le dessert. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous dépêcher. Néanmoins, pour les retardataires ou les indécis, restez attentifs au reportage qui va suivre. Les 2 gourmands, Ambroise Stalder et Jean-Alexandre Dordet, les ont toutes goûtées pour vous. Elle peut être glacée, à la crème au beurre ou façon génoise, chocolatée, fruitée, pralinée et pourquoi pas au café. Cette année, la pandémie de Covid-19 n'empêchera pas les bûches de trôner sur vos tables de Noël à la fin du repas. Entre tradition, originalité et nouveauté, les pâtissiers ne manquent jamais d'idées. Nous avons notre bûche 3 chocolats qui est l'incontournable dessert de toute l'année. Mais après, il y a le citrus, c'est un citron vert et citron avec une base de meringue.
Vous l'aurez compris, le chocolat reste une valeur sûre, mais la concurrence est rude depuis plusieurs années, avec les notes fruitées et acidulées. On essaye de faire des choses assez fraîches et on est plutôt un petit peu dans l'acidité à la fin du repas pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop lourd, justement. C'est vrai que les repas sont en général très copieux, riches pendant les fêtes. Et donc on essaye d'arriver avec un dessert assez léger et voilà, avec de la fraîcheur pour pouvoir finir sur une bonne note. Si le chocolat et les fruits ne vous tentent pas de problème, on a trouvé une autre alternative. C'est une bûche Mont Blanc. Donc le Mont Blanc qui est un gâteau assez classique que beaucoup de personnes connaissent, qui est à base de meringue que l'on a ici, crème chantilly et crème de marron. La bûche de Noël, c'est l'un des desserts les plus importants de l'année. Alors pourquoi se limiter à une seule saveur quand on peut varier les plaisirs? Pour épater vos convives, surprenez-les avec des bûchettes. Mais cette année, on a fait du praliné avec une insertion au citron. Et nous avons fait une nouvelle bûche mousse à la framboise avec un compoté de framboise parfumé à la vanille. Ce sont notre dernière nouveauté de cette année. Un plaisir pour les yeux, un délice pour nos papilles. Côté budget, comptez en moyenne 45 € pour 6 personnes, de l'argent bien dépensé. Ne perdez pas patience, il ne reste plus que quelques heures avant de la déguster. Et la déguster, pourquoi pas, avec une coupe de champagne ou un bon vin. Et pour nous donner des conseils, nous sommes avec le sommelier du Yacht Club, Lionel Compan. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous éclairer, quels sont les grands classiques, les inévitables selon vous, sur une table de réveillon? Écoutez, pour les fêtes de fin d'année, bien entendu, on va parler du champagne, bien entendu, qui reste le côté festif. Donc je pense que débuter ces fêtes et ce réveillon de Noël avec une coupe de champagne en apéritif serait peut-être le meilleur des apéritifs pour réveiller les papilles gustatives pour la suite du repas. C'est pas mal, c'est pas mal. Après avoir eu quelques mauvaises expériences dans ma jeunesse, je me méfie mais terriblement des mélanges. Que peut-on faire et qu'est-ce que l'on ne peut surtout pas faire à ce niveau-là? Écoutez, après tout dépend, on peut très bien partir sur un vin blanc sur l'ensemble du repas, du style un vin blanc de Bourgogne, un grand chardonnay de Bourgogne qui puisse aller sur l'ensemble du repas, qui puisse aller vraiment avec l'acidité, la vivacité du chardonnay, et ensuite sur la viande qui est un petit peu de corps, de volume pour accompagner la volaille. Alors on va faire étape par étape, donc ça ce serait effectivement un vin blanc qui pourra aller pour l'ensemble du repas, mais étape par étape, je vais faire jeudi soir donc un repas de réveillon comme beaucoup de personnes. On commence par l'apéritif, qu'est-ce que vous me conseillez? Champagne, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure? Tout à fait, je reste sur le champagne qui reste le meilleur des apéritifs, j'ai envie de vous dire, pour préparer les papilles gustatives justement, avec ce côté effervescent pour le reste du dîner. On passe à table. Pour l'entrée, je vais proposer des fruits de mer. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je partirai soit partir sur des accords plus ou moins classiques, qui seraient partir sur un vin blanc de la Loire, sur un grand muscadet de Sèvres-et-Maine. Maintenant, nous avons de très grands domaines dans les muscadets. Fut un temps, le muscadet était un vin un petit peu mis de côté. Oui, c'est vrai. Et maintenant, il y a de très grands vignerons qui font des muscadets d'exception. Donc, partir pourquoi pas sur un muscadet de Sèvres-et-Maine. Si on aime l'Alsace, pourquoi pas partir sur un grand Sylvaner ou un Riesling. Et ensuite, si on reste un peu plus classique en Bourgogne, partir sur un vin avec une belle minéralité, partir sur un Chablis premier cru par exemple, pour se faire plaisir. Le plat principal, j'hésite entre de la volaille et une viande rouge. Vous auriez un compromis, quelque chose qui pourrait faire l'affaire avec les deux? Si on veut trouver, je dirais, un équilibre entre les deux, je partirais peut-être plus sur la Bourgogne en rouge, sur du cépage Pinot Noir, ou partir sur un Savigny-les-Bonnes, sur ces pinots plutôt, je qualifierais plus ou moins légers, qui puissent aller aussi bien avec la viande blanche qu'aller sur une viande rouge qui tienne la route aussi. On passe au dessert, on revient sur du champagne? Alors on peut tout à fait faire la boucle, commencer et terminer par du champagne sur le dessert.
Après, on peut également, pour les plus curieux et les plus courageux, j'ai envie de vous dire, de déguster un vin moelleux, parce que beaucoup de personnes aiment bien finir sur le côté douceur. Donc partir sur un Jurançon moelleux, un Pacherinck du Vic-Bilh. Ce sont des vins, ou peut-être même une vendange tardive d'Alsace sur un Gewürztraminer en vendange tardive. Une dernière question, un petit digestif. Alors moi, personnellement, je suis plutôt rhum, mais je ne suis pas contre une découverte. Qu'est-ce que vous me proposeriez en digestif? Tout dépend du dessert, mais pourquoi pas un vieux Calvados également. Voilà, pour rester sur le côté fruité. Ouais. Ou une poire William ou une Williamine du Valais en Suisse, ou une poire William d'Alsace. Bon, ce sera Calvados pour moi, vous m'avez convaincu. En tout cas, vous m'avez bien éclairé, Lionel Compan. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, c'était avec plaisir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes en attendant. Également, merci bien. La compagnie des Ballets de Monte-Carlo s'est installée dans la salle des Princes du Grimaldi Forum jusqu'au 3 janvier pour y donner quelques-uns des grands ballets de leur répertoire, parmi lesquels Roméo et Juliette sur une musique de Prokofiev, chorégraphiée par Jean-Christophe Maillot, avec une représentation ce samedi 16h. José Sacré, Serge Prémont et Clélia Renaud ont assisté à la générale. Présenté au Grimaldi Forum avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Igor Dronov, Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot a été créé en 1996, dansé plus de 300 fois dans le monde entier et repris par de nombreuses compagnies. C'est un ballet qui est devenu, je pense, une espèce de signature de la compagnie. D'abord parce que ça a été ma première collaboration avec Ernest Pignon-Ernest. Que ça a dicté quand même une espèce de codification du travail narratif que je peux faire depuis un certain temps maintenant. La scénographie est tellement intemporelle, de même que les costumes de Kaplan, que ça traverse comme ça les années. Ces ballets sont devenus emblématiquement des œuvres de répertoire auxquelles les nouveaux danseurs ont grand plaisir à se confronter. Et là, en l'occurrence, Anna Blackwell et le petit Simone Tribuna qui sort de l'Académie Princesse Grace. Des fois, je culpabilise en me disant je vais représenter Roméo. Mais la salle est pleine. 80% des gens qui viennent voir le spectacle découvrent Roméo pour la première fois. Et il ne faut jamais l'oublier que cette fraîcheur du public nous autorise à conserver en répertoire des ballets qui ont un certain âge et qui, de par la jeunesse de ceux qui le dansent, et puis la fraîcheur du spectateur qui découvre pour la première fois et qui, à mon avis, a le sentiment de voir une œuvre nouvelle. Nous restons avec les Ballets de Monte-Carlo qui ont eu un contretemps avec le lancement de leur nouvelle plateforme, Alexandra Pani. Effectivement, Fabien, la plateforme BMC Stream devait être lancée le 15 décembre, mais compte tenu de l'actualité chargée de cette fin d'année, la compagnie a décalé son lancement de quelques jours. Il faudra donc patienter encore jusqu'au 5 janvier pour profiter depuis chez soi des spectacles et coulisses des Ballets de Monte-Carlo. Pour vivre cette expérience, il faudra vous inscrire sur bmcstream.com. Du côté de l'Opéra de Monte-Carlo, plusieurs représentations sont annoncées pour janvier. Oui, plusieurs représentations, mais dont les horaires ont été modifiés en raison du couvre-feu. Le jeudi 7 janvier, le concert du ténor Javier Camarena avec les musiciens du Prince est avancé à 18h30. Puis à la fin du mois, les représentations de Thaïs des 22, 26 et 28 janvier sont elles aussi avancées à 18h30. Celle du 24 janvier maintenue à 15h. Et une bonne nouvelle pour refermer ce point information pour le cercle d'échecs de Monte-Carlo. Après plusieurs jours de compétition, ce sont effectivement les Monégasques qui ont remporté la première Coupe d'Europe féminine des clubs en ligne. Après 4 jours de compétition et de matchs serrés, 10 équipes sur les 42 participantes se sont qualifiées pour la finale. Le cercle d'échecs de Monte-Carlo a remporté la coupe avec 14 points de match, 6 victoires, 2 matchs nuls et seulement une défaite. Notez que la Coupe d'Europe féminine des clubs 2021 se déroulera du 28 novembre au 6 décembre 2021 ici à Monaco.
Passons à la météo. Quel temps va-t-il faire ce 24 décembre ? Nous passerons cette veille de Noël sous un large soleil fabien. Les quelques nuages présents ne devraient pas contrarier la trajectoire du Père Noël pour la nuit du réveillon. Les températures seront un peu fraîches le matin avec 7 degrés d'annoncés, mais grimperont dans l'après-midi pour atteindre les 14 degrés. Et bonne nouvelle, les jours vont enfin se rallonger. Le soleil se lèvera donc à 8h et se couchera à 16h59. Et n'oubliez pas de célébrer les Adèles en ce 24 décembre. Merci Alexandra. On se quitte comme d'habitude avec les photos de notre rédaction, aujourd'hui prises par Stéphane Dana. Et c'est d'actualité la magnifique crèche de la Chapelle des Carmes. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, un excellent réveillon. L'année 2020 ne nous a pas particulièrement gâtés. J'espère que le Père Noël pourra renverser la vapeur. Vous retrouverez jeudi dès 19h Émilie Rousseau aux commandes du JT. N'oubliez pas, ce vendredi 21h sur Monaco Info, un concert exceptionnel de jazz dans l'intégralité qui s'est déroulé récemment à l'Opéra Garnier. À très bientôt, au revoir et surtout, portez-vous bien.